Bonjour à tous, et nous allons parler aujourd'hui du bonapartisme qui reste dans l'esprit collectif, dans l'inconscient collectif des Français. C'est une tentation constante de la politique française. Napoléon III, objet de toutes les révolutions, acquiert de nos jours une respectabilité, certes tardive, mais néanmoins aujourd'hui incontestable. La modernité du personnage séduit, alors même qu'il devait son pouvoir au soutien de ceux que Marx appelait les paysans parcellaires. Le célèbre neveu, l'improbable mine du grand en un petit, fut l'un des champions du progrès économique, de l'industrie, de la banque et du commerce. Vaguement teinté de socialisme, laissant le bride sur le cou de son préfet, Haussmann, pour tracer le Paris moderne. Curieux paradoxe. Le système politique du bonapartisme est moins glorieux de nos jours, pourtant, il est peut-être l'apport le plus original que nous a légué la dynastie des Bonaparte. Car, de l'oncle au neveu, la continuité est indiscutable. Le premier comme le second sont des fils et des héritiers de la Révolution, ses enfants émancipés, occupés de sauvegarder une partie de son legs par des institutions radicalement contraires au génie propre de 1789. Inspirés, ils parviennent à concilier le suffrage universel et le gouvernement personnel. Le plébiscite aidant. Relation directe entre le peuple et son représentant impérial, mépris des intermédiaires, et notamment des assemblées élues. Voilà la formule. Le régime s'effondre à Waterloo en 1815, mais la légende napoléonienne traverse toute la période de la Restauration. La République triomphe en 1848, mais les électeurs se choisissent Louis-Napoléon Bonaparte comme président. Le second mandat étant impossible au terme de la Constitution, il se maintient par la force le 2 décembre 1851. La résistance armée a bien lieu, ici et là. La répression est impitoyable. Mais dans l'ensemble, les Français acceptent cette nouvelle dictature, faite en leur nom et ratifiée par leur suffrage. Au-delà de la période 1848-1870, le bonapartisme est resté une tentation constante de la politique française. La République parlementaire a été jugée comme un régime de division et de corruption. Du général Boulanger au colonel de la Roque, elle a rencontré des adversaires désireux de restaurer l'ordre, l'unité et la volonté populaire. De Gaulle a hérité de cette tendance que les républicains de vieille souche, gambettistes, ferristes, radicaux socialistes ou socialistes, ont combattu sans relâche, et qui reprenaient force à la moindre crise. De Gaulle n'est pas Napoléon III. Il n'a pas eu l'intention de se perpétuer par le principe d'hérédité, du moins peut-il passer pour son avatar démocratique. Nul doute en effet que le gaullisme du général s'est inscrit dans ses traditions d'autorité et de démocratie mêlée. Peu importe que De Gaulle n'ait guère prisé Napoléon III, il partage avec lui quelques principes simples. Les Français sont trop divisés pour être gouvernables par un régime parlementaire, toujours en mal de majorité stable. Il leur faut donc un exécutif fort, dont la légitimité repose sur l'assentiment général, quitte à canaliser le suffrage universel. Le système est aujourd'hui usé, mais nous restons le seul pays de l'Union européenne aux institutions marquées au coin de ce bonapartisme. Comme si nos luttes intestines n'avaient pas d'autre issue que le pouvoir personnel appuyé par la technocratie et légitimé par le suffrage populaire. Serions-nous un jour véritablement en démocratie? Je ne crois pas que le peuple français en soit capable, mais en tout cas, c'est une question légitime auxquelles nous devrons répondre dans les prochaines années.